Madame, Monsieur, bonsoir et Eid Moubarak. 67 jours depuis l'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire dans notre pays. Et crise sanitaire oblige, la majorité des employeurs ont opté pour le télétravail. Certes, forcés par le confinement, cette option séduit désormais pour le long terme. Les annonces des géants américains de la tech se succèdent. D'abord, pour les employés de Twitter, le retour au bureau sera en option. Le patron de Facebook envisage, lui, déjà la moitié de ses effectifs en télétravail de façon permanente d'ici 5 à 10 ans. Audacieux. Et à une échelle moins volumineuse, mais non moins audacieuse, un groupe marocain de l'outsourcing de la relation client a décidé de sauter le pas. Encouragé par l'expérience réussie du confinement, Outsourcia annonce l'adoption définitive du télétravail. Optionnel, ceci dit, après le Covid-19. Quel coût pour quel résultat ? Quels sont les prérequis et les contraintes du télétravail au Maroc et comment réinventer les relations employeurs-collaborateurs? Élément de réponse en compagnie du président du groupe, Youssef Shraibi. Et en deuxième partie d'émission, nous nous intéresserons aux entreprises qui n'ont pas cette option de télétravail. Comment les patrons envisagent-ils la reprise demain? Il s'agit là de ceux qui sont autorisés à le faire et non des activités suspendues par décision administrative. Tariq Zidi, président du Centre des jeunes dirigeants, va répondre à nos questions. Restez avec nous. Le télétravail commence à s'imposer comme mode de travail. Quels en sont les avantages et les limites? Élément de réponse avec Sohel Jalil. Au Maroc comme ailleurs, les changements engendrés par la crise sont nombreux. Parmi ces mutations phares, le recours quasi généralisé au télétravail, un système adopté partiellement dans le royaume depuis quelques années, dans des secteurs publics et privés. Et selon les spécialistes, à l'heure qu'il est, l'on ne peut encore identifier les innombrables avantages de ce mode de travail en raison de l'insuffisance d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs. Toutefois, ce nouveau procédé offre un équilibre entre la vie professionnelle et privée de l'employé. Le télétravail promeut également l'implication de toutes les parties dans la société du savoir, avec tout ce qui en découle comme renforcement des capacités et formation continue. Cela dit, le mode comporte aussi des désavantages traduisibles entre autres par l'absence de frontières entre vie professionnelle et vie privée et aux dangers liés à la cybersécurité, mais à l'heure actuelle, et selon une enquête réalisée par un portail marocain spécialiste dans le recrutement, plus de la moitié des cadres au Maroc, soit 56%, se seraient attelés au télétravail pendant le confinement, 24% travaillent toujours du bureau, 6% sont en congé payé et 6% sont en congé sans solde. Et notre premier invité via Skype depuis Casablanca, le président du groupe Outsourcia. Bonsoir Youssef Shraibi. Bonsoir. Alors juste pour rappel, Outsourcia est un groupe plutôt jeune, 17 ans d'expérience, un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros en 2019, soit l'équivalent finalement de la moitié du chiffre d'affaires annuel du secteur des assurances et réassurances au Maroc. Le groupe compte à ce jour 1800 collaborateurs dans 4 pays. C'est le premier groupe marocain donc à adopter le télétravail de manière permanente. Mais avant, comment Youssef Shraibi, Outsourcia, a réussi à mettre jusqu'à 90% de ses effectifs en télétravail en avance par rapport à ses concurrents et dans le secteur et au tout début de cette crise sanitaire? Alors oui, en effet, on est présent en France donc depuis plusieurs années, et puis on a vu que la crise sanitaire avait démarré plus tôt, et on a bien vu le risque qu'elle allait avoir. Il fallait qu'on puisse s'adapter, et on s'est organisé très tôt pour organiser en fait des postes de centaines de personnes en télétravail au Maroc. Donc nos équipes techniques ont travaillé de façon acharnée pour pouvoir installer tous ces postes et lever toutes les contraintes qu'il y a, notamment d'un point de vue technique, d'un point de vue télécom, les liaisons Internet, et puis organiser également tout ça pour gérer tout le travail, la supervision à distance. Et sous la contrainte, on a dû faire ça en quelques jours, avec des résultats qui assez rapidement ont été très probants. Puisqu'on a pu voir qu'en fait on arrivait à atteindre nos indicateurs quantitatifs, qualitatifs, et puis que nos clients étaient globalement satisfaits par notre prestation. Et c'est pour ça qu'en fait ça nous a amené à mener cette réflexion pour voir dans quelle mesure en fait ce mode de travail pouvait être conservé sur du plus long terme.
Très bien, avant de parler des résultats plus en profondeur, en termes d'investissement, combien cela a-t-il coûté au groupe? Est-ce que les clients ou le client a-t-il partagé cette partie des coûts? Non, on n'a pas eu le temps de gérer tout cela. Vous savez, on a travaillé dans l'urgence. Et comme on était à un moment où même des postes et des ordinateurs portables étaient en pénurie, c'était un peu la panique il y a quelques semaines. Donc, ce qu'on a fait très simplement, c'est qu'on a transporté en fait les postes physiques de nos agents qui étaient déjà configurés et on les a installés chez eux. Donc, certains ont pu le faire seuls et puis pour les autres, on les a assistés en envoyant nos équipes techniques installer les postes qu'ils avaient dans leur domicile. Donc après, la seule chose qu'il a fallu régler, c'est la question des liaisons Internet et télécom lorsqu'elles n'existaient pas et qu'il fallait les mettre en place. Donc il n'y a pas eu véritablement d'investissement très lourd, mais bien entendu, si on part sur une logique où ça va être sur du long terme, le coût d'équipement d'un poste en télétravail est à peu près équivalent à ce qu'on peut avoir sur un site de production classique. Très bien. Alors quels sont justement les métiers à passer plutôt en télétravail en priorité? Alors, il y a des métiers, bien naturellement. oui, bien entendu. Donc, on parle de l'offshoring. Et déjà, quand on y pense un petit peu, notre métier, quelque part, l'offshoring, c'est une sorte de télétravail, puisque quand il y a 20 ans, on a été voir des clients en France pour leur dire qu'on allait pouvoir gérer leurs prestations à 3000 km. En fait, on est dans une logique où c'est réellement la compétence qui va compter. Donc, le bassin de l'emploi, donc la qualité des ressources humaines qu'on va pouvoir mobiliser, l'installation technique et toute l'infrastructure qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour gérer ce traitement, et puis enfin toute l'organisation qu'on peut mettre en œuvre pour que ça fonctionne correctement. Donc après, le lieu de production, quelque part, il est un petit peu secondaire. C'est vrai qu'initialement, le plus logique, c'était qu'on soit tous dans des mêmes sites de production, mais aujourd'hui, on voit très bien qu'on peut le faire également à partir de domicile, à partir du moment où on a tous les moyens de gérer et de superviser à distance l'activité. On parle bien d'une option. Après cette crise sanitaire du Covid, le télétravail reste quand même en option pour les collaborateurs qui le souhaitent. Exactement. Alors nous, on a fait parvenir en fait un message à nos 1800 collaborateurs donc mercredi dernier pour leur annoncer que des personnes qui souhaitent maintenir durablement ce mode de travail pourront donc manifester leur intérêt. Et donc, bien entendu, ceux qui veulent revenir après le confinement vont retrouver leur poste de travail et leur façon de travailler habituelle. Pour tous les autres, et on estime que ce sera environ 50% qui voudront et peut-être 40% qu'on va pouvoir maintenir parce qu'on a aussi certaines contraintes à lever aussi, quelquefois de la part de nos clients qui peuvent être hostiles. Mais si vous voulez, même vis-à-vis de nos clients, ils ont pu voir durant cette période, même si initialement ils n'auraient pas été forcément pour ce type de travail à distance, quand ils voient que l'ensemble des objectifs sont atteints, ils se rendent bien compte que ça peut être une solution qui peut être envisagée sur du plus long terme. Donc là, réellement, on voit que cette crise a été un accélérateur, un révélateur de ces tendances émergentes et qui est en train de devenir une nouvelle norme d'usage sur du plus long terme. Alors, dans un reportage que j'avais réalisé en fin mars, le DRH d'un groupe de la place m'avait affirmé que le télétravail était égal finalement à plus de productivité, à une meilleure productivité. Est-ce que vous confirmez cela ? Oui, en effet, on a pu observer des gains de productivité très importants en quelques semaines. Alors, c'est lié à deux choses. La première, c'est que on peut aménager plus facilement en fait les heures de production en fonction des besoins de nos clients. Donc, on va avoir plus de flexibilité sur la planification et le dimensionnement des heures de production pour les calibrer au mieux par rapport aux flux réels et évolutifs de nos clients. Donc, bien entendu, tout cela se fait avec l'accord de nos collaborateurs et on est en communication pratiquement en temps réel pour justement assurer en fait cette totale adéquation entre leur capacité à produire et les besoins de nos clients. Et la deuxième chose, c'est qu'on voit que les personnes finalement qui sont chez elles peuvent avoir un rendement plus important puisqu'elles sont totalement, au moment où elles sont connectées, elles sont entièrement dédiées au traitement de ces différentes tâches et on voit qu'aussi bien en termes de productivité que de qualité perçue, on a des résultats au minimum équivalents. Et ça a été la très bonne surprise qu'on n'aurait pas pu anticiper si on ne l'avait pas testé. Mais Youssef Cheraibi, des témoignages ont quand même relaté un non-respect des horaires de travail et assurent même travailler plus lorsqu'on leur impose ou lorsqu'ils sont en télétravail. Vous en dites quoi ?
Alors, chez nous, en fait, le temps de travail est quelque chose qui est très cadré. Si vous voulez, ils sont planifiés un certain nombre d'heures par jour. Et on se met d'accord dessus auparavant avec nos collaborateurs. On peut, dans certains cas, demander s'ils le souhaitent de faire des heures supplémentaires, s'ils en ont envie. Là aussi, c'est sur une base de volontariat. Mais dans tous les cas, nos collaborateurs sont payés sur la base du nombre d'heures de production effective. On n'est pas en train de parler des problématiques du télétravail pour des cadres ou d'autres types de fonctions qui peuvent en effet travailler beaucoup plus de temps sans que ça ait d'impact sur leur salaire. Dans notre cas à nous, si on travaille 2 heures de plus, on est payé 2 heures de plus. Très bien. Dernière question avant de passer aux questions du public et de nos téléspectateurs adressées via les réseaux sociaux. Côté client, vous avez dit qu'il y avait certains clients qui pouvaient se montrer hostiles à adopter cette option de télétravail. Est-ce que la sécurité des données peut constituer justement un frein au développement du télétravail? Oui, bien entendu. Je vous disais qu'à l'heure actuelle, 90% de nos collaborateurs sont déjà en télétravail. Je parlais aussi pour les petites structures, vu que vous êtes également président de la Fédération marocaine de l'outsourcing, de manière beaucoup plus globale. Oui, effectivement. Donc, je vous disais, dans 90% des cas, on a pu le faire. Les 10% de ressources qui sont encore sur site, c'est en raison de problématiques soit techniques de la part des clients qui ne peuvent pas donner accès à l'ensemble de leurs applications, soit des problématiques de protection de données qui ont été jugées sensibles à un point où le risque ne devait pas être pris. Donc on voit bien que dans certains cas, ce n'est pas possible, mais dans notre cas à nous, on voit que cela se limite seulement à 10% des opérations, ce qui est quand même très faible. Et encore une fois, on est sur un mode optionnel. L'idée n'est pas d'aller vers du tout télétravail, mais de pouvoir le faire à chaque fois que c'est possible, en levant ces différents freins, qu'ils soient techniques ou sécuritaires, ou de protection des données, ou de fraude, etc. Donc on étudie ça au cas par cas, bien entendu. Quant à leur volonté de le faire ou non, les clients, en général, ils sont pragmatiques. Lorsque eux-mêmes se rendent compte que ça fonctionne et que l'ensemble des engagements contractuels sont bien respectés, ils n'ont aucune raison de vouloir aller contre cette tendance qui va dans le sens de l'histoire. Très bien. Alors, si vous le permettez, nous passons aux questions des internautes. Tout d'abord, Youssef, via Facebook, qui se demande « Outsourcia participe-t-elle à une vague de relocalisation en raison du souverainisme ?» De relocalisation, est-ce que vous pourrez préciser la question, en fait, puisque en fait, nous, à la base, notre proposition de valeur, c'est de pouvoir proposer en fait des prestations donc basées au Maroc pour des clients qui sont essentiellement en Europe et encore plus en France dans notre cas à nous. Aujourd'hui, ce qu'on propose seulement, c'est au lieu d'être en production sur un site, on va être en production à domicile. Dans notre métier, ce qui compte le plus, c'est la localisation du bassin de l'emploi. Et initialement, si les entreprises françaises ont cherché à aller en dehors de leur pays d'origine, c'est pour trouver des ressources humaines qualifiées et bien entendu à des conditions économiques plus attractives. Donc tout cela ne va pas changer. En fait, on garde les mêmes compétences, les mêmes solutions techniques, des process qui vont être un petit peu modifiés pour mieux gérer ces problématiques de contrôle à distance. Mais au final, il n'y a pas grand-chose qui change. Très bien. L'autre question du même internaute, ces tendances à laquelle s'ajoute l'intensification du télétravail annoncent-elles une nouvelle forme de la division internationale du travail ? En effet, on voit que déjà des pays comme le Maroc, on est le leader dans la première destination francophone, on a pu clairement tirer parti de l'arrivée d'Internet, des nouvelles technologies pour pouvoir travailler à distance pour plusieurs grandes entreprises françaises, mais dans des organisations et dans des centres physiques, on a pu regrouper ces compétences. Là, on va pouvoir aller encore plus loin, puisqu'on va pouvoir, par exemple, employer des personnes qui travaillent dans des villes loin des pôles économiques, ou alors proposer également des opportunités aux nombreuses femmes au foyer qu'il y a au Maroc et qui peuvent trouver un moyen de s'insérer dans la vie professionnelle grâce à ces nouveaux outils. Donc bien entendu, on va pouvoir donner accès à beaucoup plus de monde, aussi bien donc dans des villes, je vous disais, beaucoup plus reculées, que des personnes qui vont être attirées par ce type de travail. Et donc on va pouvoir élargir toute notre base de recrutement de façon très importante. Très bien. Rapidement,
Dernière question du public de Atir via Facebook toujours. Existe-t-il encore des lacunes et des défauts culturels dans l'assimilation et l'adoption de ce genre de pratiques, ou plutôt les ressources humaines et la capacité d'adaptation avec ce mécanisme sont-elles instaurées à l'heure de la crise sanitaire et économique de Covid-19 ? Alors, vous savez, tout cela est nouveau. Pour le moment, on pilote à vue, on est en train de faire une expérience on a vu provoquée par cette crise sanitaire. Donc, il y a des choses qui fonctionnent très bien, et il y a des nouveaux défis qu'on n'avait pas anticipés, qu'on va devoir relever. Et pour nous, le principal risque, après celui que vous avez cité sur la protection des données personnelles, ça reste celui, en fait, de la rupture du lien social. Et pour ça, il y a plusieurs moyens d'y pallier. D'abord, on peut avoir des communications régulières et quotidiennes, aussi bien avec son manager et avec ses équipes de façon virtuelle. On le voit bien aussi comment votre métier a évolué en quelques semaines. On arrive à très bien communiquer à distance, mais également, notre idée, ce n'est pas aller vers du tout télétravail, mais vraiment d'aller vers une solution combinée où les personnes viendraient sur site quelques jours par mois. Donc, on est en train de le définir en fonction des opérations et de la nature des traitements qu'on va devoir gérer pour qu'ils puissent justement garder ce lien qui est essentiel. Merci beaucoup, Youssef Cheraibi, d'avoir répondu aux questions de Médien TV sur cette question d'avenir qui concerne des centaines d'entreprises, voire des milliers d'entreprises ici au Maroc, celle du télétravail. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous passons tout de suite à la seconde partie de Questions Ecouf. Et après l'appel du ministre de l'Économie et des Finances, Mohamed Ben Chaboun, mais aussi du chef du gouvernement, Saad Othmani, les entreprises se préparent à la reprise dès demain. Pour le gouvernement, la reprise économique devient une nécessité avant même le déconfinement prévu pour le 10 juin prochain. Souhail Jalil. Après l'Aïd, une partie du tissu industriel s'apprête à reprendre ses activités. Un redémarrage encouragé par le gouvernement. Dans ce sens, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'administration, Mohamed Ben Chaboun, a appelé l'ensemble des acteurs économiques à reprendre les activités de leur entreprise, à l'exception de celles suspendues sur ordre des autorités compétentes. Une décision prise pour limiter les effets du confinement sur l'activité économique, car selon le ministre, les 2 mois de confinement devraient coûter à l'économie marocaine 6 points de croissance du PIB, ce qui équivaut à une perte d'1 milliard de dirhams par jour. Par ailleurs, Mohamed Ben Chaboun a indiqué que son département s'attelle à mettre les dernières touches au plan de relance économique, un plan dont les grandes lignes seront présentées en parallèle avec le projet de loi de finances rectificative. Et pour redynamiser l'économie et l'emploi, le ministère veille à faire du plan de relance économique un pacte basé sur une ambition commune et partagée entre les différentes parties concernées. Et enfin, dans le cadre de ce plan de relance, un focus sera fait sur l'appui à la fois de l'offre et de la demande, une initiative ayant pour but de mettre en place les mécanismes de financement à même de garantir les fonds nécessaires à la reprise économique des entreprises, toutes catégories confondues. Et depuis Marrakech, le président du Centre des jeunes dirigeants. Bonsoir Tarek Zidi. Bonsoir. Vous, en tant qu'entrepreneur, vous opérez dans le secteur des TIC. Ces entreprises-là se dirigent-elles, vu qu'on parlait de télétravail juste avant première partie, se dirigent-elles vers le télétravail de façon permanente également ? En fait, par rapport au télétravail, nous sommes mis, depuis qu'il y a eu le confinement, ceci dit, nous avons une recommandation en tant qu'entrepreneur dans ce domaine, c'est qu'il va falloir quand même revoir le cadre du travail, principalement le code du travail, dans lequel il n'y a aucune disposition pour le télétravail. Donc c'est aussi une difficulté que rencontrent les dirigeants d'entreprise dans ce sens. Mais par contre, il y a une volonté des acteurs économiques qui sont dans les nouvelles technologies d'aller vers le télétravail, parce qu'aujourd'hui c'est quand même un outil qui permet d'avoir certainement de la productivité, mais qui permet aux collaborateurs, quand il y a une crise telle que celle qu'on est en train de vivre, de pouvoir y faire face et en même temps de pouvoir adapter l'entreprise et le temps de travail en fonction des attentes des collaborateurs et principalement la nouvelle génération, à savoir la génération Y et Z.
On espère quand même ne pas revivre la même expérience, ceci dit. Alors voilà, parlons à présent des autres entreprises qui ne peuvent pas recourir au télétravail. Elles sont appelées à reprendre les activités. Bien sûr, celles qui n'ont pas été, ou dont les activités n'ont pas été arrêtées par les autorités compétentes. Comment envisagent-elles la reprise, ces entreprises ? Avant d'envisager la reprise, depuis qu'il y a eu le confinement le 20 mars, un certain nombre d'entreprises, et je parle là du Centre des jeunes dirigeants où on est basé à peu près dans 8 villes au niveau du royaume, et toutes les sections où est représenté le CJD, il y a eu une mobilisation de la part des sections qui sont représentatives de dirigeants d'entreprises pour faire en sorte que les uns et les autres travaillent même en période de confinement et gardent la confiance, parce que il faut savoir que la confiance est un élément très important chez l'entrepreneur, et par rapport à ça, il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été mises en place, que ce soit des formations à distance ou même des soirées nocturnes au niveau de Marrakech. La section de Marrakech a organisé des soirées nocturnes où il y avait de l'échange de bonnes pratiques entre dirigeants, et comment aussi répondre aux interrogations des dirigeants d'entreprise pour les aider à dépasser les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, et aussi des échanges de bonnes pratiques. Puisque vous parlez de Marrakech, justement, c'est l'une des villes les plus touchées, puisque l'essentiel de l'économie de cette ville, nous le savons, repose sur le tourisme ainsi que tous les business qui gravitent autour de ce secteur clé. Alors justement, beaucoup de ces activités ne seront pas autorisés à reprendre. Est-ce que ces entrepreneurs que vous avez, j'imagine que vous avez organisé cette soirée nocturne virtuellement, quelles sont justement leurs peurs et comment envisagent-ils la reprise quand il sera question de reprendre des activités qui sont arrêtées par décision ministérielle ? En fait, c'est vrai qu'il y a au niveau de Marrakech, on est touché par le tourisme, mais il faut savoir que les dégâts sont énormes à l'échelle nationale. Mais là-dessus, la région de Marrakech, elle a ses spécificités, et puis d'autres régions en ont d'autres. Donc, par rapport à la reprise, elle doit être sectorielle. Et puis, on a parlé à un moment donné de la régionalisation avancée. Je pense qu'il est temps de faire en sorte que cette régionalisation avancée puisse être concrète et avoir un soutien de la part des régions, principalement à certains secteurs qui sont très touchés. Et vous parlez de soutien financier, Tariq Zidi. Quelle sorte de soutien évoquez-vous ? Déjà, quand on parle de soutien financier, nous, le soutien financier, il ne doit pas être seul. Il doit y avoir aussi un accompagnement, parce que la formation et l'accompagnement est très importante pour les TPE, et principalement en cette période de difficulté. On sait que certaines entreprises ont des difficultés de trésorerie, mais il faut qu'ils aient un souffle de trésorerie avec un programme d'accompagnement. On parle aussi... on a mis en place un comité qui travaille sur le sujet. Il y a aussi certaines relances à travers, bien sûr, la commande publique qui peut être un levier par rapport à cette problématique de crise. Mais aussi, il faut revoir l'État doit améliorer la qualité de ses services. Et quand on parle du secteur touristique, il faut aussi parler, si demain on doit réouvrir les frontières, il faut qu'il y ait des mesures de sécurité qui vont pouvoir accompagner les entreprises et qui vont pouvoir leur permettre de pouvoir accueillir des clients dans des conditions qui sont favorables. Alors avant peut-être d'accueillir des touristes étrangers, il faut peut-être aussi adapter l'offre aux touristes marocains. Et cela me ramène à un titre de presse française qui m'a interpellée en préparant cette émission. Les Français doivent vite dépenser leur argent, sinon ils perdront leur boulot. C'était ça le titre sur le quotidien Le Figaro. Et le chroniqueur, l'auteur, a également ajouté que l'économie était entrée dans un cercle vicieux, qu'il était urgent d'en sortir. En consommant, justement, selon vous, jusqu'à quel point cela va-t-il pour le Maroc ? Aujourd'hui, quand on suit un peu le tourisme l'année dernière, il y a eu à peu près 1 million de touristes en Espagne, de Marocains. Donc, si on essaye
de faire en sorte que les acteurs touristiques travaillent pour pouvoir donner une offre pour un tourisme marocain. Et aussi, il faut savoir que si nous devons, à travers ces moments que nous avons vécus, sortir l'élément de solidarité qui est un élément important pour garder la confiance. Et cette solidarité, elle doit se traduire sur le terrain par la consommation du marocain. Et les acteurs touristiques, que ce soit les restaurants ou les opérateurs hôteliers, doivent s'adapter et faire en sorte d'amener le consommateur marocain à utiliser ces produits et ces services. Mais il faut savoir aussi que le consommateur marocain doit aussi agir en étant un acteur solidaire avec l'économie marocaine. Vous pensez que ce secteur-là risque de réduire drastiquement ses effectifs, même après la crise? Rapidement. C'est une question d'un internaute. Le secteur, il a déjà baissé ses effectifs. Maintenant, tous les acteurs de ce secteur sont en train de travailler pour faire en sorte que la chaîne de valeur puisse retrouver, certes qu'elle ne retrouvera pas la confiance immédiatement, mais n'empêche que sur le moyen et long terme, il y a un travail qui est en train de se mettre en place pour faire en sorte qu'on puisse garder confiance et espoir. Merci beaucoup. C'est sur cette note d'espoir justement que cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup Thaler Zighi, président du Centre des jeunes dirigeants, d'avoir répondu aux questions de Média TV. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de Questions Écho. Rappel d'interaction avec nous, le hashtag Questions Écho. Servez-vous-en pour poser vos questions. Bien sûr, les thématiques vous ont proposées à la mi-journée de chaque émission. Merci de nous avoir suivis plus tôt. Et rendez-vous demain donc à 21h. D'ici là, prenez bien soin de vous.